20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors nous n'avions pas eu le temps de vous en parler la semaine dernière, mais nous tenions absolument à le faire, puisque l'hebdomadaire La Manche Libre a écrit l'un des meilleurs titres de ces derniers jours. Versainville, le septuagénaire tire sur un mineur habillé en Tortue Ninja. Voilà. Alors heureusement, sans conséquence, donc méfiance si vous vous déguisez en Tortue Ninja dans le coin, ou si vous vous déguisez en Tortue Ninja tout court, en fait, faites très attention. Et eux, ils n'ont pas mis de déguisement pour venir ce soir, et les informés de France Info reçoivent Michel Urvois de Ouest France, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Également Danielle Simonet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice du parti de gauche et soutien de Jean-Luc Mélenchon. L'écrivain Georges-Marc Benamou, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Et François Dorcival de Valeurs Actuelles, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Et ce soir, 4 débats revigorants d'actualité. Banque européenne, ça bronze dans les paradis fiscaux. Hamon en pleine crise, cabinet noir et écoute dans le noir. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Tiens, c'est bizarre. Les départements, régions et territoires d'outre-mer ont donc les problèmes. Voilà, des problèmes comme n'importe quel autre coin de France. Non, mais c'est étrange parce que tous les candidats y sont allés. Ça s'est très bien passé. La preuve, ils ont fait une photo avec un collier de fleurs autour du cou. Et oui, aujourd'hui, la Guyane s'invite dans la campagne présidentielle avec cette grève générale lancée par l'Union des travailleurs guyanais, qui fédère 37 syndicats. Point d'orgue d'un mouvement débuté jeudi dernier avec barrage routier, établissements scolaires fermés, stations de service au bord de la pénurie et vols Air France et Air Caraïbes annulés. Les raisons de cette colère, eh bien, une insécurité qui explose, un manque en matière d'éducation, de santé, de développement. Le Premier ministre a annoncé une mission ministérielle sur place d'ici la fin de la semaine et surtout, restons calmes, Bernard Cazeneuve. J'appelle encore une fois solennellement au dialogue, à la responsabilité et à l'apaisement. Il est crucial en effet que dans les prochaines heures, la mission interministérielle ait pu continuer à travailler pour que le déplacement des ministres soit fructueux. Voilà, donc la déclaration de Bernard Cazeneuve ce midi. Alors, Michel Urvois, il y avait quand même besoin pour Bernard Cazeneuve de faire cette déclaration, notamment parce que tout le monde s'interrogeait sur la ministre de l'Outre-mer, qui ne s'est pas encore déplacée, qui va se déplacer à la fin de la semaine. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup de gens, parce que c'est vrai qu'on est dans un contexte présidentiel, on réagit, est-ce que vous pensez que finalement elle réagit trop tard ? Oui, elle n'a pas été très réactive. Quand on a écouté ses dernières ou ses premières déclarations autour de ce conflit en fin de semaine dernière, c'était atterrant de vide. Donc il était urgent que Bernard Cazeneuve prenne la question en main. Ce qui est très surprenant, c'est qu'on découvre la situation en Guyane. Les causes profondes, structurelles de ce qui se passe en Guyane, elles sont connues depuis toujours, depuis des décennies. Elles sont connues parce qu'il y a un déséquilibre structurel de la société guyanaise qui est lié au fait qu'il y a des métropolitains qui ont des avantages des salaires qui sont très au-dessus des salaires locaux, qu'on a la présence derrière un espace, même si les ingénieurs vivent en vase clos, mais on a deux sociétés. On a des avantages qui attirent les flux migratoires. On a une population qui est donc une population aisée d'un côté, une population pauvre de l'autre. La population aisée tire les prix par le haut. Les populations pauvres n'arrivent pas à acheter ce qu'il lui faut pour vivre au jour le jour. Et donc ce déséquilibre-là, il donne ce qu'il donne là, de la pauvreté, de la délinquance, des questions salariales. Il y a tout dans ce conflit. On voit Danielle Simonet dedans, justement. On a finalement en tête un conflit social qui s'était déroulé en 2009 en Guadeloupe, pas très loin de la Guyane. C'était en 2009. Alors là, c'était justement pour aller contre la vie chère. Là, on voit que les revendications sont multiples. Oui, elles sont multiples, mais souvenez-vous de cette phrase de Mitterrand, on tire des fusées sur fond de bidonville. En fait, la situation, elle n'a pas changé. 32 on ans. se retrouve avec 44% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Un taux de chômage énorme. Vous avez, je crois, 25% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. L'ensemble des services publics sont laissés quelque part à l'abandon. Vous rajoutez à cela les règles absurdes, par exemple, de marché public, qui fait que, du fait des directives libérales européennes, c'est pas les entreprises locales qui peuvent s'en sortir et y répondre. Donc il faut vraiment se rendre compte que la Guyane,
est un territoire abandonné par la République. Or, c'est un département, donc il faudra dire aussi à M. Macron que ça n'est pas une île, visiblement. On va le voir Il a eu un petit problème, il n'y a pas dû avoir géo dans les examens du concours de l'ENA. Voilà. Moi, j'ai fait psycho, mais je sais quand même ce béaba. Mais c'est un département de la République. Aucun territoire de la République ne doit être abandonné. Et il faut redévelopper les moyens au service public sur ce territoire-là. Et plus que jamais, notre programme humain de l'avenir en commun de la France insoumise est nécessaire pour sortir la Guyane de cette situation totalement inacceptable. Et moi, je salue vraiment cette grève générale qui est salutaire. Georges-Marc Benamou, quand on parle finalement des départements, régions, territoires d'outre-mer, même si chacun a sa spécificité, on a l'impression que chaque problème est traité seulement quand il y a de la colère. Oui, il faut se souvenir qu'il y a eu un invité surprise qui était la Nouvelle-Calédonie pour l'élection présidentielle de 1988, qui a changé la donne, qui a été vraiment, qui a aspiré tous les regards, la fusillade, les gendarmes, les magouilles peut-être de Chirac et Pasqua, enfin bref. On a eu un invité surprise, ça sera peut-être la Guyane. Non, moi je pensais en regardant la carte, parce que je voulais vérifier si M. Macron était bon en géographie. Vous aviez des doutes et en entendant cette expression, la France en Amérique latine, on se prend à rêver, non pas il y a 32 ans, mais probablement au statut qu'aurait dû être le vrai statut de l'après-guerre de ce territoire. Imaginez la chance qu'a la France d'avoir un petit pays implanté en Amérique du Sud, la chance géostratégique, la chance en termes de minerais, il n'y a pas que l'or. Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas eu ce mélange de technocratie de l'époque, si on en voit les fonctionnaires qui progressent, et de post-colonialisme abruti, si on s'y était pris autrement, on aurait peut-être un État prospère et non pas cette société éclatée dont on parle aujourd'hui. On va continuer à en parler dans un instant de la situation en Guyane. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau. Daesh a beau avoir revendiqué l'attentat de Londres, la police britannique dit ce soir ne pas avoir de preuve d'un lien entre l'assaillant et le groupe terroriste. Scotland Yard n'est pas parvenu à prouver non plus que Khalid Mansour s'est radicalisé en prison, même s'il avait clairement un intérêt pour le djihad, précise la police. Les enquêteurs britanniques tentent toujours de reconstituer le parcours du suspect juste avant l'attentat pour comprendre ses motivations. La première priorité en Guyane, c'est la lutte contre l'insécurité, selon François Hollande, à l'issue d'une rencontre avec la communauté française de Singapour. Le président a évoqué tout à l'heure la grève qui paralyse le département d'outre-mer. Un peu plus tôt ce midi, le Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé l'envoi sur place d'une délégation de ministres avant la fin de la semaine pour tenter de dénouer la crise. La haute autorité pour la transparence de la vie publique n'a rien décelé de problématique dans la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron. Selon l'instance saisie par l'association Anticor, les contrôles n'ont révélé aucun élément de nature à remettre en cause le caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration du candidat. Anticor s'était interrogé mi-mars sur un manque de cohérence entre les revenus et le patrimoine déclaré par le leader d'En Marche. Des milliers de personnes, dont des touristes évacués au nord-est de l'Australie. Débit, un puissant cyclone approche. Les météorologues le considèrent comme le plus violent depuis plusieurs années dans la région. Les premières rafales devraient toucher la terre dans les prochaines heures, demain, peu avant l'aube en Australie. France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, nous parlons de la situation en Guyane, grève générale à partir d'aujourd'hui et forcément le sujet s'est invité dans la campagne. Vous avez entendu tout à l'heure une allusion à la phrase d'Emmanuel Macron, mais qu'était-elle justement cette phrase? Eh bien, on va l'écouter, la bourde du week-end signée Emmanuel Macron à propos de la Guyane. Ce qui se passe en Guyane, en effet, depuis plusieurs jours, est grave. C'est grave en raison des débordements et donc mon premier mot est celui d'un appel au calme parce que je crois que bloquer les pistes d'aéroport, bloquer les décollages, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île ne peut être une réponse apportée à la situation. Voilà la fameuse île de Guyane, qu'on connaît tous, accrochée au continent sud-américain, frontière avec le Brésil. Alors une île sur la terre, c'est assez bizarre. Alors c'est une phrase qui a été moquée pendant tout le week-end, peut-être sur les réseaux sociaux, l'avez-vous vu. Mais François Rossival, est-ce qu'elle n'est pas le symbole finalement du manque d'intérêt de la situation sur les territoires ultramarins de la part de nombreux politiques finalement? Oui et non. D'abord, vous pourriez me rappeler le nom de la ministre de l'Outre-mer?
Bien parce sûr. qu'elle n'a été citée par personne. Non, c'est vrai, parce qu'elle a un nom très compliqué et on a beaucoup de mal aujourd'hui à savoir exactement. C'est l'Arlésienne, quoi. Oui, C'est exactement. l'Arlésienne scandaleuse. Exactement. Non, mais ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup d'existence. Voilà. Mais en dehors de ça, est-ce que vous pensez aujourd'hui que finalement l'outre-mer, tout le monde, on a l'impression qu'à chaque fin de bilan de quinquennat, quel que soit le président de droite comme de gauche, on cite l'outre-mer en exemple, et que finalement on s'y intéresse seulement pendant les campagnes. On va outre-mer faire campagne, et effectivement tout le monde y est allé. Non. La Guyane a un statut tout à fait particulier. À cause de quoi? À cause de la base spatiale de Kourou. Cette base est une base européenne, elle est même une base mondiale, puisqu'on y tire des fusées qui ne sont pas seulement de nationalité française ou européenne. C'est la première chose. Effectivement, vous avez décrit les différences qui existent dans ce département de la Guyane. Je rappelle quand même que pour sa sécurité, il y a un régiment de Légion qui est installé sur place. Là, l'étrangeté par rapport à ce qui s'est passé en Guadeloupe, aujourd'hui, quelle est-elle? Le fait que les 500 frères masqués, là, qui sont le collectif assez exactement, qui puissant, sont regroupés contre l'insécurité. Ce sont 500 frères contre la délinquance. Contre la délinquance, contre l'immigration, etc. Ils ne réclament pas de hausse de salaire dans leurs revendications. Mais vous ne pouvez pas réduire la grève générale et toute la mobilisation à ces 500 frères. Moi, je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure. Allez-y, François Archibald. Je ne dis pas que la situation sociale n'existe pas dans la colère et la grève générale actuelle. Je dis que celle-ci a un paravent différent. Et qu'il faut traiter cela. Le retard dans le traitement que l'on doit à ce gouvernement, ça, c'est une autre affaire qui va mériter des explications. On va faire un petit tour. Michel Leroy. Oui, alors, je suis d'accord sur beaucoup de choses qui viennent d'être dites, mais pas forcément sur le retard de ce gouvernement spécialement, parce que dire que rien n'a été fait, ce serait caricatural aussi. Il y a eu une augmentation des budgets, il y a eu un certain nombre de moyens qui ont été mis à disposition, il y a eu aussi quelques moyens de sécurité mis à disposition. On me dirait que ça ne résout pas les problèmes sociaux, je suis bien d'accord. Ouais, il y a eu un tribunal de grande instance décidé, construit, je crois. Il y a eu une prison. Bon, je veux dire, il ne faut pas dire que rien n'a été fait. Mais le problème, c'est que la réponse n'est pas du tout à la hauteur d'une question qui est très complexe et qui est liée à ce que je disais de structurel tout à l'heure, mais qui a plein d'implications. Il y a une question salariale, c'est évident, mais il y a bien d'autres questions. La question de la délinquance, la question du chômage, la question du sous-emploi, la question des effectifs scolaires, de la capacité à former. On a une population qui, par démographie naturelle ou par immigration, augmente de 10 000 personnes par an, alors qu'on est dans un tout petit pays, si j'ose parler de pays. La question qui se pose la question qui se pose pour toutes les personnes qui ont eu la chance d'aller sur place, on voit très bien que ça a beau avoir un nom de départements de régions, elles ne sont pas traitées comme des départements et des régions en métropole. C'est vrai qu'il y a une différence de traitement. Évidemment. Mais je pense que... mais oui, il faut qu'il y ait une différence de traitement. Pourquoi ? Parce qu'il faut revoir toute la donne. Il faut que ce soit l'excellence républicaine, comme on parle aujourd'hui des écoles où on va mettre moins d'élèves par classe, etc. On doit effectivement, devant cette situation, mais changer la règle. C'est-à-dire leur donner les moyens, et plus que les moyens. C'est-à-dire reconcevoir un modèle économique et social spécifique à la Guyane. Et là, j'imagine qu'on envoie... Spécifique à la Guyane et au territoire d'outre-mer. Je veux dire, il faudrait des grands proconsuls républicains comme sous la 4ème République, qui ait de l'imagination, qui ait de l'élan, des grands serviteurs de l'État, qui ne soient pas des commis tristes et qui reproduisent. Enfin, on a une chance formidable. On est en train de la laisser tomber. De la Guyane, c'est peut-être pas un commis là où triste. je suis justement... Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Surtout que on est en Guyane, dans la région sans doute la plus riche en biodiversité de la planète. Et en termes de politique de planification écologique, il y a là, en Guyane, de quoi véritablement investir vraiment dans la défense de cette biodiversité. Nous avons vraiment là de quoi faire un certain nombre de projets en termes d'énergie renouvelable, en termes d'économie de la mer, et on a aussi des coopérations à totalement réinventer avec l'Amérique latine, puisqu'on est vraiment sur un territoire au cœur de l'Amérique latine. C'est une chance
pour justement la France et sa fierté de son indépendance, de construire d'autres coopérations. Et au lieu de faire cela, on a le sentiment que c'est un territoire complètement abandonné. Mais pour réagir à ce que vous avez dit, monsieur de Valeurs Actuelles, on ne peut pas réduire une grève générale. Vous avez toutes les organisations syndicales qui sont là, avec des secteurs publics, du secteur privé, pour la revendication de la défense des services publics, de l'augmentation des salaires, de la création d'emplois, à la façon dont vous venez de le faire. François Orcival. Je reviens, non pas sur votre présentation, mais sur le fond, c'est-à-dire le statut particulier de ce département de la Guyane. Quand vous dites « on devrait en effet faire en sorte que les entreprises locales dans les marchés publics bénéficient effectivement des investissements C'est ce que nous défendons. Ce que vous dites avec Jean-Luc Mélenchon est rationnel et logique. Et effectivement, on ne voit pas pourquoi l'Europe viendrait encore nous mettre des directives en Guyane qui la concernent vraiment que de manière secondaire. C'est quand même une frontière de l'Europe. Il y a une frontière de l'Europe avec le Brésil. Je suis d'accord. Et on y tire des fusées européennes. Je suis d'accord aussi. Mais il n'empêche qu'en Guyane, ce serait pas mal de faire travailler également des Guyanais. Mais en fait, pardon, je vais mécontenter et Valeurs Actuelles et les amis de M. Mélenchon. C'est un mouvement hybride, c'est un ovni, ce mouvement. C'est un ovni d'abord par la spectacularisation, c'est des fachos, non, c'est des humanistes. C'est un ovni parce qu'effectivement, ils s'occupent de l'immigration brésilienne, on n'en parle pas assez, et de la délinquance, même si on n'est pas forcé de faire un lien. Et en même temps, il y a un aspect social et un aspect culturel. Donc c'est un mouvement qui déplaît finalement aux partis institutionnalisés. Et effectivement, il y a cette dimension, l'insécurité et l'immigration restent présents, même si c'est un mouvement social. Allez, dans un instant, on va revenir en métropole pour parler de la campagne, notamment de la droite et de ce fameux cabinet noir qui n'arrête pas d'ouvrir ses portes. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau. Les discussions sur l'assurance chômage, ultime séance de négociation. Et le MEDEF se dit prêt ce soir à augmenter les cotisations patronales. Un geste de 0,05 points sur les cotisations chômage des employeurs. En échange, l'organisation patronale demande la suppression de la surtaxation des CDD courts décidée en 2013. La totalité du butin du braquage de la bijouterie Cartier de Monaco, plusieurs millions d'euros retrouvés, mais un suspect qui court toujours. 4 interpellations à ce jour, des jeunes de Valoris dans les Alpes-Maritimes, 2 braqueurs, un complice et un 4e suspect au rôle encore très flou. Le dernier braqueur est toujours recherché. Le camp Fillon saisit la justice pour des infractions commises selon lui par l'exécutif. Bruno Retailleau, Christian Jacob ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet s'appuie sur un livre, Bienvenue place Beauvau, le même ouvrage que cite François Fillon pour accuser François Hollande d'être à la tête d'un cabinet noir. 6 élus saisissent le parquet de Paris, le parquet national financier, notamment pour corruption. La France exprime sa vive préoccupation après la répression des manifestations anticorruption d'hier en Russie. Nombreuses interpellations de manifestants pacifiques selon le Quai d'Orsay. Parmi eux, l'opposant Alexis Navalny, condamné à 15 jours de prison pour son refus d'obtempérer avec la police. Et puis les Français font des enfants de plus en plus tard. L'INSEE chiffre l'âge de la première maternité en France à 28 ans et demi en moyenne. C'est 4 ans et demi de plus qu'en 1974. Et rien de surprenant, les femmes sont aussi de plus en plus âgées à la naissance de leur 2e ou 3e enfant. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info avec ce soir Michel Urvois de Ouest France, également Danielle Simonet, coordinatrice du parti de gauche soutien de Jean-Luc Mélenchon, l'écrivain Georges-Marc Benamou et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Malgré le fait que 11 candidats concourent à l'Élysée cette année, cela devient de plus en plus difficile de faire partie de la course, puisqu'il faut de l'argent, il faut récolter 500 signatures et surtout intéresser le parquet national financier. C'est la tendance 2017, sans ça impossible d'être président. La preuve, les 3 candidats les mieux placés. Jean-Luc Mélenchon le sera. Les 3 candidats les mieux placés dans les sondages intéressent cette institution. François Fillon et l'emploi présumé fictif de sa femme, Marine Le Pen et les attachés parlementaires Front National au Parlement européen et indirectement Emmanuel Macron pour sa soirée à Las Vegas. Mais il y a mieux maintenant. Peut-on vraiment concourir à la présidentielle si on n'est pas sur écoute? Alors là, ça concerne 2. Après l'étrange cabinet noir, voilà les écoutes du cabinet noir. Éric Ciotti l'a évoqué à propos de François Fillon et la présidente du Front National à son propos, Marine Le Pen.
Je ne suis pas naïve. Je sais que depuis de très nombreuses décennies, le pouvoir utilise ce genre de méthode. Il faut qu'il cesse de le faire. Il y avait les écoutes au moment de Mitterrand et je pense que depuis, ça n'a jamais véritablement cessé. Voilà, c'était Marine Le Pen sur Europe 1 ce matin. Alors le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a dénoncé ces attaques et précise, je cite, « De tels comportements masquent mal le refus évident de rendre des comptes à la justice ». Georges-Marc Benamou, cabinet noir, écoute, ça y est, on est reparti au temps des barbouzes. Écoutez, l'histoire de la Ve République est parsemée, non pas de cabinet noir, mais de coups tordus qui ressemblent à cette monarchie républicaine avec des zones grises. Le général de Gaulle avait ça, il avait le service d'action civique, Georges Pompidou a hérité et recyclé le service d'action civique. On fait un peu d'histoire, Valéry Giscard d'Estaing avait des gros bras de l'extrême droite et Michel Poniatowski, son ministre de l'Intérieur, était particulièrement vigilant. François Mitterrand, les grandes oreilles, etc., la protection de sa vie privée qui dérape. Jacques Nicolas Chirac. Sarkozy avec son cabinet corse. Et pourquoi François Hollande serait plus con que les autres, hein. Donc, mais pour je vous, pense c'est une tradition pense pas par républicaine. ailleurs qu'il y ait de cabinet noir. Je pense qu'il y a une vision un peu fantasmatique, que la plainte est probablement juridiquement un peu légère. Mais moi, je suis frappé par une anecdote. Il y a 3 ans, il y a un homme de droite très présidentiel et qui me dit « La donne a changé ». Je dis « Ah bon, pourquoi la donne a changé ?» Il me dit « Il y a le parquet national financier ». Et il me dit, il y a 2 ou 3 ans, je crois, c'est juste après l'affaire Cahuzac, il me dit, c'est Hollande qui fera la prochaine élection présidentielle à cause du parquet national financier. Cet homme, c'était Jean-Louis Borloo. C'est pas un rigolo. Et je continue à être troublé par cette révélation que je fais, qui est un peu en off, là, un off que je... Et qui m'a troublé quand même. Alors, je pense qu'il n'y a pas un cabinet noir aussi simple, mais qu'il y a des connivences et qu'il y a, je le pense par ailleurs, une rébellion, un frottement en tout cas, entre le pouvoir, en lecteur de Montesquieu, entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, qui s'explique d'ailleurs par l'état de délabrement économique et financier et budgétaire de la justice. Je pense que les deux sont liés. Je veux dire, on est au niveau de l'Arménie en termes de budget de la justice, et c'est une raison aussi pour laquelle les juges veulent faire la peau aux politiques. On voit aussi quand même une méfiance du politique par rapport à la justice. On se souvient des phrases de certains politiques, d'Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, et même de François Hollande lui-même dans le livre de Dave et l'homme, où il n'aimait pas donc la justice. Donc c'est pour ça que François Lorciva, je me tourne vers vous, puisque par cette histoire de cabinet noir, on a du mal à comprendre. Ça veut dire d'un coup François Hollande se méfie des magistrats, et maintenant, selon certains, il les manipulerait. Donc on a un peu de mal à comprendre là. On a un peu de mal à comprendre parce qu'évidemment, l'idée de cabinet noir est une idée qui résume tout. Ça fait théorie du complot, non ? De vous en donner. Est-ce que ça fait pas un peu théorie du complot ? Non. Je vais essayer de vous en donner une définition. Celle de nos confrères du Canard enchaîné dans leur livre « Bienvenue, place Beauvau ». Donc, qu'est-ce qu'ils décrivent ? Ils décrivent que plusieurs observateurs bien placés dans l'appareil policier nous ont décrit par le menu l'existence d'une structure clandestine aux ramifications complexes. Et pour orchestrer les affaires judiciaires, il existe une mécanique complexe aussi efficace que redoutable. Alors, vous allez à l'Élysée. Je peux vous y emmener, je connais les locaux par cœur. Mais vous ne trouverez pas de bureau avec marqué au-dessus, ici, cabinet noir. Alors, juste une chose, je précise, puisque ici, on n'est pas adepte de la théorie du complot, au contraire, elle nous amuse beaucoup. Et donc, jusque dans ce livre, il y a marqué, les auteurs précisent que c'est impossible à prouver. Donc, il y a un moment, il faut se méfier aussi de ce qu'on dit. Non, c'est impossible à prouver, effectivement. Mais leur livre fourmille. Et c'est pour ça que les 6 élus républicains ont fait 6 pages de mise en cause. Leur livre fourmille d'informations très précises sur les activités de cette structure. Je voudrais avoir votre avis, justement, Daniel Simonet, sur cette affaire. Ça paraît étonnant parce que là, les Républicains, donc avec 4 proches de François Fillon, donc portent plainte au parquet national financier. On a l'impression qu'ils remettent une pièce dans la machine. Vous voyez, de nouveau, on en parle, et on ne parle pas du programme. Ils peuvent agiter la théorie du complot. Ça n'enlève rien au fait que les Françaises et les Français sont choqués qu'un candidat à la présidentielle, pour eux, et puis à ce moment-là, se servir femmes et enfants. Et je ne vous parle pas des costards, il peut très bien les avoir rendus. Tout le monde est quand même choqué qu'il ait eu des cadeaux de cette hauteur-là. Et je ne parle même pas de l'affaire AXA Assurance.
Franchement, Alors, 200 000 euros pour des conseils dont on se demande bien quel était le contenu. Tout ça pour que, comme par hasard, on ait l'ex-PDG d'AXA qui se retrouve dans l'équipe de campagne de François Fillon. Au moment là, où vous tiens, en faites un complot. au moment où tiens, il décide de porter comme projet la privatisation de la sécurité sociale. Daniel Simonet. Ras-le-bol de ses affaires. Ah oui. Ras-le-bol de ses affaires. Mais Alors par contre, tout ça est bien révélateur d'une monarchie présidentielle dont il faut se débarrasser un bon coup de balai dans tout ça. On va y revenir Voilà. de tout ça là-dessus. On va en Avec revenir. la Ce cabinet 6e noir. République, Écoute, voilà. dans un instant, le programme est chargé pour la suite des informés de France Info. Bonsoir à tous, la douceur printanière nous accompagne au moins jusqu'à jeudi, un temps sec et doux. Alors on aura un petit peu encore d'instabilité ce soir sur notamment les Charentes jusqu'à l'Aquitaine. Pour demain matin, le soleil va vraiment s'imposer de plus en plus avec toujours un petit peu de résidu d'humidité. Et ce petit front qui va tangenter les côtes de la Manche en cours de journée, en cours d'après-midi, en apportant quelques petites averses éparses donc sur ces régions, dans ce flux de sud-ouest à 60 km/h. Risque d'averses également sur le Massif central et sur les Alpes. Partout ailleurs, c'est un soleil franc et généreux, notamment sur le pourtour méditerranéen avec des températures très douces. 10 degrés à Paris, 9 pour Brest, 7 à Perpignan pour les maximales. Elles sont vraiment dignes d'un mois de mai, ces températures. 18 à Paris comme à Lille, 21 à Strasbourg et 19 pour Marseille. Et pour la suite, eh bien on continue comme ça jusqu'à jeudi avec vraiment une ambiance très agréable sur le pays, même si on aura un petit peu de résidus nuageux ici sur les frontières du nord-est. Je vous souhaite une très belle soirée. Bonsoir à tous. Écoles fermées, rideaux des magasins baissés, vols annulés. La Guyane continue de vivre au ralenti, paralysée par une grève générale illimitée. Le département français, miné par le chômage et l'insécurité, se sent abandonné. Il réclame un plan de grande ampleur. Marie-Pierre Courtelmont et Madi Azor Diawara. Au cœur de Cayenne, la place des Palmiers était déserte. Autour, les rues commerçantes vides, les rideaux de fer baissés. Symbole de la grève générale qui paralyse tout le département. Plutôt disciplinés, peu de Guyanais en voiture au barrage qui cerne la ville. Seuls les personnels de santé ont le droit de passer. Madame, personnel médical, vous pouvez y aller, on laisse passer le personnel médical. On n'a jamais vu autant d'infirmiers, infirmières et médecins en Guyane. Les messages sont passés sur les réseaux sociaux pour dire que les barrages étaient filtrés, donc du coup, les gens sont compréhensibles et il y a très peu de monde qui viennent. Autour, les piquets de grève affichent leur détermination. Pour le moment, je ne suis pas content. Parce que la situation n'est pas encore réglée comme il faut. Et ça dure 50 ans, ça dure ce bordel. À 15 km de là, un groupe à la pointe du mouvement, les 500 frères, arrivent à l'église de Makouria. Nous ne pouvons pas rentrer, mais nous restons cagoulés. Toujours cagoulés, uniforme noir, nous leur apprenons l'arrivée prochaine de ministres du gouvernement. Cela ne leur suffit pas. Il faut que M. Cazeneuve, lui, en personne, se déplace, puisque nous avons des questions à lui poser, nous avons des revendications, la Guyane est en danger. M. Cazeneuve, tout simplement, ce message vous est adressé. Vous serez le bienvenu, vous serez accueillis, vous voyez, les bras grands ouverts. Les gars, ouvrez votre bras pour nous montrer, vous voyez? Comme ça, on vous attend. Après cet appel, ils assistent à une messe célébrée à leur intention. Le mouvement social est en essence légitime, car il prône un bien commun qui est conforme au regard des droits de l'homme et aux valeurs de la République. La cérémonie a duré plus d'1h30, chants et prières pour accompagner le mouvement social guyanais. La Guyane commence à se faire entendre par la métropole. Bernard Cazeneuve a annoncé la venue d'une délégation de ministres avant la fin de la semaine. Écoutez-le. Une délégation ministérielle sera sur place avant la fin de la semaine pour conclure ces discussions. Si toutefois, et j'insiste sur ce point, les conditions du respect et de l'ordre républicain sont réunies. C'est la raison pour laquelle j'appelle encore une fois solennellement au dialogue, à la responsabilité et à l'apaisement.
Et restez avec nous, l'information continue sur France Info. Manque à gagner à plusieurs centaines de millions d'euros. Il est 20h33, les informés. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et le revoilà, le temps d'une petite pause et le gong a retenti pour une deuxième reprise. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Michel Urvois de Ouest France, également Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche et soutien de Jean-Luc Mélenchon, l'écrivain Georges-Marc Benamou et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Nous parlons des 4 proches de François Fillon, Bruno Retailleau, Christian Jacob, Valérie Pécresse et Luc Châtel, qui adresse donc une lettre à Eliane Houlette, patronne du parquet national financier, et à François Molins, procureur de Paris, à propos du livre Bienvenue Place Beauvau, dont François Fillon s'est servi pour mettre en cause François Hollande lors de l'émission politique jeudi. Michel Urvois, est-ce qu'on a un peu de mal à comprendre avec cette histoire de cabinet noir, d'écoute maintenant, puisque Éric Ciotti a dit que François Fillon était sur écoute. C'est quel rapport avec l'emploi présumé fictif de Pénélope Fillon? Eh bien, c'est la bonne question. C'est la bonne question et c'est celle que je m'apprêtais à vous poser. Parce qu'effectivement, on est en train de nous parler de choses qui relèvent du complot, qui relèvent d'une méga-organisation, mais je ne vois pas le rapport avec effectivement les emplois, avec les costumes, avec les montres, avec les... Il n'y a aucun rapport. Donc c'est la méthode Pasqua, c'est-à-dire que pour faire oublier une affaire, on en crée une autre à côté. Georges-Marc Benamou a parfaitement listé tout à l'heure des épisodes successifs dans ce genre d'affaires sous tous les régimes, et je pense qu'on est tout à fait dans un autre épisode. On est parole contre parole, là. Elles sont où les preuves ? Elles sont où les preuves de ce cabinet noir? Elles sont où les preuves de cette écoute? Le livre, il dit un certain nombre de choses, mais il ne dit pas de choses très précises. En tout cas, il n'apporte pas les preuves. Et moi, j'observe que dans la lettre des élus républicains au procureur, il est question d'un certain nombre de faits susceptibles de revêtir différentes qualifications. C'est quand même pas... C'est vague, oui, c'est assez vague. C'est très, très vague. Ah non, mais je vais vous les apporter, j'ai les 6 pages, là. Alors, attendez, on ne les lira pas tout de suite. Non, mais Georges-Marc Benamou. Soyons sérieux, c'est purement médiatique. C'est pour préparer un communiqué qui va sortir dans quelques jours en disant on s'interroge sur le fait pourquoi le parquet national financier n'a pas réagi aussi vite qu'il a réagi au temps de M. Fillon. Et alors voilà. Non, mais juridiquement, à mon avis, je suis assez d'accord avec mon confrère Voix, je pense qu'il n'y a pas de fondement juridique, c'est un coup politique, c'est un coup médiatique de campagne, c'est une technique sarkozysto-pasquoienne. Maintenant, il faut passer à autre chose, parce qu'il faut se poser la question aussi de savoir s'il ne faudrait pas qu'il s'intéresse plutôt à M. Macron qu'à M. Hollande, le candidat Fillon. Alors comme ça. Non, mais c'est sa campagne qui est en train de patiner complètement. Il est en train de perdre pied, et donc il croit qu'en allumant ce feu-là, le peuple va oublier qu'il est une figure quand même assez caricaturale de la corruption de la Ve République. Parce que c'est quand même ça que ça incarne pour tout un tas de citoyens et de citoyennes. Et quand nous, on propose de convoquer l'Assemblée constituante avec Jean-Luc Mélenchon pour en finir avec ces pratiques-là, je peux vous dire qu'il y a un écho extrêmement fort. Regardez la réussite de la belle marche que nous avons fait le 18 mars. Les gens n'en peuvent plus. Et je veux dire, alors quand il y a l'affaire, vous savez, le monsieur Montagne de monsieur Vauquiez, cette affaire de monsieur Chabert qui est en train d'éclater, est-ce que là aussi ils vont faire appel et dénoncer un cabinet noir? Moi, je suis très fière, c'est ma camarade conseillère régionale Corinne Morel-Darleux qui a révélé toute cette affaire. Enfin, je veux dire, ça suffit. Georges-Marc Benamou, vous voulez rajouter avant François? On peut se poser la question. Je pensais à l'instant, par la monarchie républicaine, est-ce qu'en Allemagne, une telle affaire aurait été possible? Je pense que non. Je veux dire, je pense que la démocratie allemande, ou même la démocratie anglo-saxonne avec une monarchie, etc., est bien plus transparente que notre système. Je ne parle pas de cabinet noir, mais je parle de ces zones d'opacité que permet à la fois la surpuissance et l'impuissance du président de la Ve République. On va écouter François Dorcival. C'est ce qui figure effectivement dans le livre dont nous parlons et au sujet duquel les élus républicains
ont sorti cette lettre et les allégations qu'elle comporte, et pas les mises en cause qu'elle comporte. Qu'est-ce qui fait le lien, pour répondre à Michel Urvoas et à Jean Mathieu, qu'est-ce qui fait le lien entre les affaires propres à François Fillon et cette histoire? C'est ceci. C'est que ce qui a été révélé, qui fait l'objet d'abord d'une enquête préliminaire, puis d'une enquête judiciaire avec mise en examen, nous attendons celle de Madame Fillon, etc. Ça pourrait être demain, voilà, parce qu'elle est convoquée par les juges demain. Jusqu'à présent, vous n'avez eu que les éléments à charge. Quand vous parlez de preuves, vous n'avez que de preuves à charge. Vous n'avez aucune preuve à décharge. Pourquoi? Parce que les preuves à charge ont été habilement transmises à un certain nombre de journaux pour être publiées. 19 procès-verbaux d'audition se retrouvent dans le journal du dimanche. Et ensuite, en fait, la question elle est simple. C'est tout simplement Pénélope Fillon a fait travailler. Voilà, c'est tout simplement. Le secret de l'instruction est entièrement. Sauf qu'il est tout le temps violé. Il est tout le temps violé. Certes, mais il est violé en un seul sens. C'est ça le problème. Ça n'est pas. Non, mais il y a une question. En fait, il y a juste une seule question. Mais là, on est dans un cabinet noir. Là, c'est du secret d'instruction violé. Ça, je suis bien d'accord. Il y en a tous les jours. Et donc, ça, il y en a tous les jours. Et ça obéit à une certaine orchestration, pour reprendre le mot du livre. Ça va se terminer en histoire de croyance. C'est-à-dire la gauche va penser, la droite va penser que François Hollande, c'est Machiavel. Pas du tout. Et puis la gauche, elle va penser que c'est Flamby. Voilà. Et au fond, c'est ça le mystère et l'énigme du C'est surtout un quart d'heure qu'on vient de passer où on n'a pas parlé du programme de Fillon, par exemple. Un quart d'heure de pauvreté de débat dans le cadre de l'élection présidentielle. Et on en a marre. On en a marre de parler de toutes ces affaires. Parlons du contenu du programme de M. Fillon, de ces 500 000 fonctionnaires qu'il veut supprimer. Au début, en fait. Et voilà comment. C'était la question que je vous posais au début. Est-ce que finalement, pourquoi remettre une nouvelle pièce dans la machine, puisque eux, parce qu'il fait mal du Pasqua. Mais le problème, c'est que c'est une machine à produire des électeurs du Front National, de l'aigreur à droite, et une forme de rupture avec le consensus républicain. Ce qui va être important, c'est de savoir si, par malheur, Madame Le Pen, comme on le prévoit, est au second tour, c'est les reports de Fillon, des électeurs de Fillon sur Marine Le Pen. Et là, vraiment, ils sont en train de fabriquer des électeurs de Le Pen. Qui fabrique ça? Le complotisme généralisé. Je pense que... On va revenir là-dessus. Je pense qu'il y avait d'autres manières Qui fabrique ça? C'est trop facile. Je préfère qu'on se serve de Montesquieu. Il y avait un vrai débat sur les juges et Fillon. C'est Montesquieu, plus que le cabinet. Mais on en parle. Oui, ça va se terminer. On va parler, parce que dans un instant, on va passer aussi à la partie gauche, quand même, de l'électorat. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau. L'attaque de Londres a-t-elle vraiment été perpétrée par un soldat de Daesh? La police britannique en doute clairement ce soir, malgré la revendication du groupe État islamique. Les enquêteurs disent ne pas avoir de preuves à ce stade d'un lien entre l'assaillant et une organisation terroriste. Scotland Yard n'a notamment aucun élément permettant d'affirmer que Khalid Mansour a discuté de son geste avec d'autres personnes. Ce Britannique de 52 ans converti à l'islam a tué 4 personnes mercredi dans la capitale britannique. Une journée de campagne comme les autres pour François Fillon. Le candidat de la droite a dû changer de train tout à l'heure à Nantes pour éviter un comité d'accueil et un concert de casseroles. En meeting en Loire-Atlantique ce soir, Fillon réitère ses critiques contre le gouvernement accroché, je cite, à ses privilèges et qui mobilise toute son énergie pour demeurer en place. Le gouvernement verra des ministres en Guyane d'ici la fin de semaine. Bernard Cazeneuve tente d'apaiser les tensions sur le territoire d'outre-mer. Au premier jour d'une grève générale, la mission de cette délégation ministérielle sera de conclure les discussions sur une sortie de crise, selon le chef du gouvernement. 37 syndicats appellent à cesser le travail et réclament un plan d'investissement de grande ampleur pour la collectivité. L'ONG britannique Oxfam dénonce les bénéfices réalisés par les 20 plus grandes banques européennes dans les paradis fiscaux, Luxembourg et l'Irlande principalement. Selon l'auteur du rapport, il y a un décalage énorme entre l'activité déclarée par ces banques et l'activité réelle qu'elles ont dans ces pays. Parmi les banques françaises concernées, le Crédit Agricole, la Société Générale ou encore la BNP. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Et maintenant, cette question, puisque plus les jours passent et plus la question se pose, Benoît Hamon était-il une noisette dans une vie antérieure? En effet, depuis la semaine dernière, il semble souffrir du syndrome de casse-noisette décrit, un casse-noix décrit par Jean-Luc Mélenchon et dont profite Emmanuel Macron. Ce dernier lui chipe des soutiens alors que le candidat de la France insoumise attire de plus en plus les mécontents de gauche. La semaine dernière ne fut pas la meilleure, qui soit, faut bien le dire, pour Benoît Hamon. Alors il a décidé de frapper depuis quelques jours et développe un argumentaire contre Jean-Luc Mélenchon, allié, selon lui, de la politique de Vladimir Poutine. Benoît Hamon. Quand la démocratie est en danger, quand vous avez 3 candidats à cette élection présidentielle, M. Fillon, M. Mélenchon et Mme Le Pen, qui expriment de la fascination pour M. Poutine, qui vient d'arrêter 700 opposants parce qu'il voulait mettre, lui, la démocratie au pas. Quand ils sont prêts justement à rediscuter des frontières en Europe avec eux, ça n'est pas rien la démocratie en France. Alors, et respecter le verdict des urnes et la démocratie, c'est le B.A.-ba. Voilà, Benoît Hamon hier donc sur France 2. Alors une attaque qui commence à fatiguer le camp de Jean-Luc Mélenchon et notamment son porte-parole qui donne même quelques conseils de bien-être à Benoît Hamon, Alexis Corbière. Je comprends pas cette formule agressive un peu après Jean-Luc Mélenchon. J'ai envie de dire à Benoît, calme-toi, prends une bonne petite tisane, fais ta campagne et de grâce, respecte y compris l'accord que nous avions au minimum de pas de coups sous la ceinture. Ouais. Et là, il est en train, vu qu'il arrête pas de dire qu'il est attaché à la parole donnée, au moins qu'il respecte la sienne qu'il avait vis-à-vis de Jean-Luc, qui défend ses arguments et qui ne fasse pas des choses inutiles. La prescription d'Alexis Corbière ce matin, Benoît Hamon, va prendre une petite tisane. Mais il y en a à la rose ou aux orties, il choisira selon ce qu'il voudra. Voilà, Alexis Corbière ce matin sur RTL. Alors, justement, Daniel Simonet, ce qu'il dit là, justement, Alexis Corbière, c'est la fin de la non-agression, de ce pacte finalement entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Mais Benoît Hamon, visiblement, apparemment, a décidé que c'était la fin de ce pacte. Mais nous, on continuera à le respecter parce que, d'abord, on tape pas sur ceux qui sont derrière nous, voilà. Et on a vous dites ça parce que vous êtes devant lui maintenant dans les sondages. Voilà. Et nous, on a un objectif, c'est de continuer à convaincre toutes celles et ceux qui ne savent pas s'ils iront voter et qui ne savent pas pour qui voter. Et notre objectif, c'est de gagner cette élection présidentielle. Et donc, on a un programme, l'avenir en commun. Et donc, on a même lancé un camion insoumis qui va, et bien sûr, qui va partir dans toute la France. C'est pas très écolo, pour continuer à convaincre étape par étape. Et donc, on continue à mener cette campagne-là. Donc, pour vous, voilà, alors c'est ça aussi, on l'a vu quand même, on le voit, justement, Michel Urvois, depuis quelques jours, même une semaine, en fait, Benoît Hamon, qui a désigné quand même Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui comme cible. C'est quoi? C'est ce sondage qui place aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon devant Benoît Hamon, qui stresse, en fait, tout simplement, et qui angoisse l'équipe de Benoît Hamon? L'élément déclencheur, même si les choses étaient déjà bien avancées, ça a été le week-end, pas le dernier week-end, celui d'avant, avec la marche des Insoumis qui a été quand même un spectaculaire rassemblement, et la tentative de réponse à Bercy pour Benoît Hamon. À partir de ce moment-là, on a bien vu que les écarts étaient en train de s'accroître et qu'il y en a un qui avait une dynamique et l'autre qui rame derrière et qui emploie des arguments effectivement qui sont assez douteux. On est aussi bien à droite qu'à gauche face à deux mouvements de panique avec des arguments, des méthodes différentes mais qui s'expliquent pareillement, me semble-t-il. Et on a aussi les deux qui étaient les favoris initiaux parce que vainqueurs de la primaire, qui sont aujourd'hui les deux perdants potentiels. C'est intéressant quand même de voir que ce sont les vainqueurs de la primaire qui sont en plus grande difficulté et que ceux qui ont une dynamique aujourd'hui, c'est ceux qui n'étaient pas dans la primaire. Daniel Simonet, après Georges-Marc Benamou. On voit bien que les primaires, c'est ce que nous disions, c'est une machine à broyer finalement les candidats qui en sortent. Et finalement, dans cette élection présidentielle, il y a 3 projets politiques cohérents. Celui du Front National, donc ce capitalisme nationaliste, xénophobe, la préférence nationale, celui de Marine Le Pen, celui de Macron, le dogme de la règle d'or, le copier-coller des directives libérales européennes de Bruxelles, le libre-échange, le VRP de libéralisation, et le programme de Jean-Luc Mélenchon. Et résultat, M. Fillon comme M. Hamon sont dans l'entre-deux. Il n'y a pas de place dans cette campagne pour l'entre-deux. Georges-Marc Benamou, comment vous le voyez justement, vous, aujourd'hui, Benoît Hamon? On voit qu'au départ... Il coule. Il coule pour vous? Il est en train de couler.
C'est terrible, c'est pathétique. Il y a le feu, et il coule. Il n'a plus de fonction. C'est-à-dire que les gens qui sont vraiment à gauche, ils vont voter Mélenchon, et les gens qui sont centre-gauche, modernistes, progressistes, ils vont voter Macron. Donc il n'a plus de fonction. Donc il est dans une dynamique, il est dans l'amertume, l'invective, les poignards, il est dans la parano, et on le comprend à moins. Imaginez que M. Payon, quand même le roi des gaffeurs, lui propose, M. Payon, son copain, etc., lui propose de se retirer quasiment au profit de M. Mélenchon ce matin. Donc il y a le feu, et imaginez que le successeur de François Mitterrand, de Jaurès, enfin c'est M. Hamon, qui va finir probablement à moins de 10%. Oui, il est en train de couler, il peut même disparaître. Il n'a plus de fonction électorale. Pourquoi alors justement oui, ce qui est intéressant, excusez-moi, juste sur la question, c'est finalement son rôle aujourd'hui de frondeur, Benoît Hamon, ça n'aura pas suffi, ça veut dire que mine de rien, il doit aussi assumer le bilan du quinquennat de François Hollande. Exactement, c'est-à-dire qu'il s'est mis dans la contradiction que Jean-Luc Mélenchon avait décrit dès le départ. Nous ne pouvons pas conclure d'accord entre toi et moi, disait-il, puisque tu dois être obligé d'incarner à la fois El Khomri et le contraire de El Khomri. Tu ne peux pas. C'est-à-dire la fronde et à la fois la loi. La fronde et la loi. Et de soutenir la candidature ou l'investiture de Myriam El Khomri dans sa circonscription. Cette contradiction maintenant, moi ce que j'attends de voir, parce qu'il sera donc évidemment disqualifié au second tour, on verra en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, mais ce qui se passera aux élections législatives. Oui, alors justement, il y a quand même une question. Non, mais j'ai pas. Vous n'avez pas terminé, d'accord, François, allez-y. Non, je ne sais pas si j'ai bien terminé ma phrase. C'est qu'est-ce qui va se passer ensuite sur le terrain? Il y a quand même une chose, Daniel Simonet. Là, Benoît Hamon, c'est pas la première fois qu'il attaque Jean-Luc Mélenchon sur la Russie, mais est-ce qu'il y a quand même une ambiguïté du candidat de la France Insoumise autour de Vladimir Poutine et notamment cette fameuse phrase d'un moment sur les frontières qu'il a prononcée lors du débat, il faut revoir les frontières européennes? Alors, Jean-Luc Mélenchon a été très clair dans le meeting qu'il a tenu à Rennes hier, notamment sur la dénonciation des graves atteintes homophobes de la politique du gouvernement Poutine. Il est une chose de dire que, par exemple, dans tout le conflit au Moyen-Orient, nous souhaitons une coalition en service de la paix et qui permette de mettre tout le monde autour de la table, ce qui était à un moment donné ce que M. Poutine avait défendu, quand au contraire la France se laissait enfermer dans la logique va-t-en-guerre atlantiste de l'OTAN, alors que nous demandons la sortie de l'OTAN. Et au contraire, nous demandons, dans le cadre du respect du droit international, la négociation avec toutes les composantes. Bon, et on peut dire ça, parce qu'à un moment donné, par ailleurs, M. Mélenchon avait affirmé que M. Poutine avait défendu cette position-là. Et nous souhaitons, nous, que la France et l'Union européenne arrêtent d'être dans une logique va-t-en-guerre vis-à-vis de la Russie. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté de Jean-Luc Mélenchon par rapport... Il n'y a jamais eu d'ambiguïté sur la situation politique intérieure de la Russie. Puis on va arrêter avec ce débat-là, parce que regardez qui soutient Poutine et qui Poutine soutient. Alors justement, j'espère que ça clarifie pour tout le monde. On va y revenir dans un instant. L'info à 20h50, Pierrick Bonneau. Au premier jour de la grève générale en Guyane, Bernard Cazeneuve donne des gages aux protestataires. Le Premier ministre annonce l'envoi d'une délégation ministérielle avant la fin de la semaine pour conclure les discussions de sortie de crise. Les syndicats réclament un plan d'investissement de grande ampleur pour la collectivité ultramarine afin de faire face notamment au manque d'équipements publics et à un taux de délinquance élevé. Réclusion criminelle à perpétuité requise contre Carlos pour l'attentat du drugstore Publicis qui a fait 2 morts et 34 blessés à Paris en 1974. Le terroriste vénézuélien, déjà condamné 2 fois en France à la prison à vie, a toujours contesté être l'auteur de l'attaque. Le verdict est attendu demain. Une quarantaine de policiers manifestent devant le commissariat de Thionville en Moselle pour avoir plus de temps en famille. Et oui, les agents de police dénoncent une nouvelle organisation du travail au sein des patrouilles de police secours. Information de France Bleu Lorraine. Certains policiers sont même venus en famille ce soir devant le commissariat pour demander notamment d'être en repos un week-end sur 2 et non plus un week-end sur 6 comme c'est le cas aujourd'hui. Le Quai d'Orsay déplore les nombreuses pertes civiles à Mossoul. De nombreux Irakiens ont perdu la vie ces dernières heures dans des frappes aériennes attribuées à la coalition dans l'ouest de la ville, encore aux mains des djihadistes. Le ministère français des Affaires étrangères présente ses condoléances aux familles mais accuse Daesh de se servir des civils comme boucliers humains. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons du cas Hamon et également du cas Mélenchon. Là, on vient d'en parler à l'instant avant le rappel des titres sur la Russie. Jean-Jacques Benamou, vous vouliez juste rajouter sur ce point Rapidement, mais c'est important. Je veux dire, la vraie question, c'est pas la position qu'on a par rapport à Poutine. On peut avoir des positions nuancées sur l'Ukraine et la Crimée. On peut avoir des positions nuancées sur le boycott. On peut avoir des positions nuancées même sur la Syrie. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça n'a rien à voir avec un scandale qui est sous nos yeux et dont on parle trop peu, qui est quand même les 8 millions de Madame Le Pen. C'est-à-dire que sa campagne est financée par M. Poutine, c'est-à-dire par une banque qui est sous influence de M. Poutine. Et tous les matins, quand on nous parle des ridicules costumes hors de prix de M. Fillon, sous influence, soi-disant, de M. Bourgi, on devrait recadrer le débat. Qui est véritablement le parti de l'étranger, puisque c'est ce que l'extrême droite reproche à tout le monde, être le parti de l'étranger. Et cette dimension, d'abord, on ne peut pas mettre sous bénéfice, on ne peut pas mettre Mélenchon, avec lequel je suis loin d'être d'accord, avec Madame Le Pen, qui est sous influence d'un parti étranger. C'est même ahurissant quand on y pense. En fait, tous les matins, il faut y penser. Bien sûr, François Il faut peut-être y penser tous les matins, mais je ne crois pas que ce soit un bon procès que de marquer les candidats par rapport à Poutine. C'est absurde, sauf Madame cette Le Pen, histoire. parce qu'il y a une histoire de fric. C'est absurde parce que le 8 mai au matin, nous aurons un ou une présidente de la République, un président probablement de la République. Il faudra bien qu'il négocie. Si nous faisons de Poutine l'otage de Madame Le Pen, nous sommes tombés dans un piège absolu. Vladimir Poutine, il est à la tête de la Russie. On ne va pas le faire disparaître comme ça. Vous pensez que quand Vladimir Poutine dit qu'il ne veut pas influencer les élections étrangères, vous le croyez ou pas? Ça, j'en sais rien. Bien sûr, mais laisser Vladimir Poutine candidat exclusif de Madame Le Pen, en quelque sorte, serait absurde. Alors, mais que Vladimir Poutine veuille déstabiliser tous les pays européens, un maximum de pays européens, pour ne pas avoir à discuter avec une Union européenne, mais avec des pays séparément, je pense que ça ne fait aucun doute. Mais de là à employer le terme de fascination, qui était le terme de Benoît Hamon, fascination de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon et de François Fillon pour Vladimir Poutine, c'est honteux. C'est absolument... C'est faux, et je pense c'est faux pour Jean-Luc Mélenchon et c'est faux pour François Fillon aussi. Je pense qu'il y a une manière de regarder les problèmes, de dire il y a un président, il est ce qu'il est, il a la stratégie qu'il a, et il faut bien discuter avec lui. Après, on peut être en désaccord sur ce qu'on attend de lui, sur ce qu'on veut faire avec lui, mais c'est autre chose. Mais parce qu'ils ont un niveau assez lamentable en termes de réflexion géostratégique et de l'indépendance de la France au service de la paix. Voilà. Juste une chose, je voulais qu'on termine juste par une petite blague. Parfois, les hommes politiques font des blagues, voilà. Et celle-là, j'avais commencé par un bon titre, en effet, de la Manchib. Et là, c'est Julien Drey. Voilà, Julien Drey qui ne sait pas trop quoi faire en ce moment. Alors donc, parfois, il est interviewé. Et voilà ce qu'il a dit ce matin. Et ça va vous plaire, Daniel Simonet, Julien Drey. Je lance un appel au rapprochement. Vous voyez, je vais être encore plus provocateur. Macron, Hamon, Mélenchon. Et je pense que c'est possible. Mais oui, je sais que vous faites des oui, non, mais je fais ça parce que je ne vois pas avec... Parce que avec les personnalités des uns et des autres, je ne vois pas comment. Les personnalités, on les dépasse parce que les électeurs, ce qu'ils veulent, c'est un changement. Ils veulent le rassemblement. Dans les gens qui votent Macron, j'en connais beaucoup. Il y a certainement des gens de droite. Moi, je connais des gens de gauche qui me disent je vais voter Macron. Alors, c'est très contradictoire. Je vais voter Macron parce que je veux faire rempart au Front National. C'est l'argument. Mais aussi, c'est parce qu'il représente une fraîcheur, une nouveauté. Il dit des choses chez les jeunes, notamment parce que sur l'entreprise, etc. Voilà, Julien Drey, donc sur BFM TV ce matin. Daniel Simonet, finalement, vous n'avez pas réussi à vous en parler avec Benoît Hamon. Peut-être qu'il manquait une personne, c'est pour ça, non? Finalement, ou pas? Est-ce qu'il manquait? Pauvre Julien Drey. Vous imaginez en ce moment. Ah oui, vous imaginez ce trio comme ça? Non, mais bien sûr que non, bien sûr que non. Et par ailleurs, moi, j'alerte sur le fait que M. Macron pourrait bien être à Mme Le Pen, ce que Mme Clinton a été à Trump. C'est-à-dire pas du tout le rempart contre le Front National. Alors que moi, je pense que justement, Jean-Luc Mélenchon, avec la campagne et le programme et la dynamique dans laquelle nous sommes enclenchés, il est en capacité d'être au deuxième tour et lui pourra battre Marine Le Pen. Allez, une dernière chose, rapidement. Petit point d'histoire. Rapidement. Il fut un temps où, je ne veux pas être Mitterrand de là, François Mitterrand, il a réuni ces trois gauches. Il avait M. Mélenchon, il avait le Hamon de l'époque qui devait être Jospin, et il avait Michel Rocard. Donc ça allait de Rocard
à Mélenchon et quelques grands hommes de gauche. C'est comme ça que la gauche existe, par quelques grands hommes. C'est possible. Mais beaucoup de citoyens qui ne se latéralisent pas soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Allez, ça doit se terminer. Avec des orientations. Merci beaucoup à Daniel Simonet d'être passé. Merci à Georges-Marc Benamou. Michel, revoilà une de Ouest France demain. Deux choses, une fusée sociale dans la campagne, elle est tirée de Guyane, et un dossier, une enquête sur la demande de démocratie au-delà de la présidentielle. On est allé voir en particulier en Suisse comment c'est vécu. En effet, c'est très présent cette année dans la présidentielle. François Orcival, vous, je crois qu'on aura compris. Bien sûr, j'ai cru comprendre. Avec beaucoup d'énergie. Allez, il est temps de retrouver pour nous Matteo Maestracci. Bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Nous aussi, on a beaucoup d'énergie. Et oui, il paraît, le Classico ce soir, alors qu'il est le programme. On va reparler des Bleus en tête de leur groupe éliminatoire toujours du Mondial 2018. Ils retrouvent l'Espagne demain soir en match amical. On va parler du salaire des footballeurs qui sera publié demain par un dossier dans France Football. Et puis on reviendra aussi sur l'ultimatum en forme de vidéo un peu surréaliste. Vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux, posé par Hatem Ben Arfa à ses dirigeants du Paris Saint-Germain. Le Classico, votre débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info.